Hey, j'espère que tu vas bien. Très bonne nouvelle d'Amundi qui rend un de mes ETF préférés au monde bien plus accessible sur PEA. Avant de le voir, je vais te raconter un peu ma vie. Sache que dans la semaine, j'avais préparé une super vidéo pour présenter ce support dans l'optique qu'on spamme gentiment Linksea ensemble afin qu'ils essaient de le référencer dans l'un de leurs contrats PER et assurance vie. Car le support est génial, mais le prix de part affreusement haut. Et justement, Amundi vient d'annoncer une division du prix de l'actif par 300. J'ai jamais vu un split aussi conséquent. Donc, hop, une vidéo à la poubelle. Un split, c'est simplement diviser le prix d'une part en multipliant le nombre de parts possédées par les actionnaires. Tesla et Amazon y ont eu recours il n'y a pas si longtemps. Par exemple, un split de 1 sur 10, si vous avez une action, disons, qui coûte 1000 $, à la fin vous en aurez 10 de 100 $. Ça ne vous rend ni plus riche ni moins riche. Mais pour les enveloppes sans fraction d'actions type PEA, cela permet de diversifier l'actionnariat en rendant le support accessible à tous les porte-monnaies. De mémoire, le split de Amazon et Tesla était de 1 sur 3. Donc diviser le prix par 3 est de 1 sur 20. Maintenant, le support béni. J'en ai brièvement parlé, mais à moyen terme, il reprendra une place de choix dans mes investissements, avec plusieurs dizaines de pourcents de mon PEA. La seule réelle différence avec le split, c'est que ceux qui avaient 3 parts à 4000 auront donc 900 parts à 13 € environ. Et du coup, ils pourront vendre si besoin de petites quantités sans forcément vendre pour 4000 €. Pour présenter un peu ce favori, il s'agit de l'indice MSCI USA Leveraged, qui est très proche du S&P 500. C'est globalement le même indice, sauf qu'il suit 628 valeurs. Il est donc très légèrement plus diversifié, et donc très légèrement moins concentré pour les principales positions. On notera le poids de Microsoft dans le S&P 500. Pour la plus grande fondation du monde, ça m'a fait rire. Et si c'est un thème qui te plairait, je pourrais te présenter les mécanismes fiscaux et de transmission qui incitent tous les milliardaires US à ouvrir des fondations. Car c'est carrément devenu une mode. Et ce n'est pas par pur altruisme en général. Et en quelques mots, la répartition sectorielle est aussi la même. C'est un ETF qui double quotidiennement la performance du S&P 500 à 98%, et qui est, je le répète, éligible au PEA, donc avec une fiscalité qui équivaudrait à seulement les prélèvements sociaux sur les gains. Pour faire simple, si on remonte au maximum de backtest Curvo, un excellent site que je recommande pour comparer des ETF, on obtient un joli 29,9% de retour de croissance par année, qui transformerait 10 000 € investis en 133 000 €, donc un x13 en une décennie. Pour parler de ce type d'ETF, il faut parler du beta slippage, qui peut autant rapporter plus que le double de la performance de l'indice que la dégrader. Ça va dans les deux sens. Après, c'est une notion qui peut être complexe et qui mériterait une vidéo dédiée. Pour faire simple, l'effet de levier est réinitialisé chaque jour, d'où le terme daily dans le nom de l'ETF. MSCI USA Daily Leverage. En fait, pour rapporter gros, il faut que le marché suive une tendance haussière de manière régulière, comme ce fut le cas dans les 12 dernières années pour le S&P 500. Justement entre 2011 et 2021, car on ne peut pas remonter plus pour cet ETF sur ce site, on obtient pratiquement le double en investissant régulièrement sur cet ETF vs le S&P 500. Sur 500 € mensuels, on obtient 137 000 € pour le S&P 500, contre 270 000 avec le MSCI USA Leverage. Par contre, si on n'investit pas en DCA et qu'on mettait par exemple 50 000 €, alors là, ça n'a rien à voir. On a pour le S&P 500 229 000 €, ce qui est déjà excellent, 1 x 4,5, mais pour le MSCI USA Leverage, on obtient 669 000 €, soit près du triple du S&P 500, ce qui est juste démentiel. J'ajoute aussi que j'ai investi surtout sur le Nasdaq Leverage car j'ai découvert cet ETF bien plus tard, et le prix de part me gênait car je voulais pouvoir faire du DCA dessus. Ce qui deviendra enfin possible car son prix de part va être divisé par 300, passant d'environ 4 000 € à 13 €. Il y a une grande différence, non ?
Notons aussi qu'un ETF x2 ou x3, ça n'a vraiment rien à voir en termes de performance et de risque. Ceux-là, il vaut mieux les fuir, peu importe l'indice. En cas d'année bancale ou presque neutre, un levier x3 sous-performera bien plus qu'un levier x2. Il faut aussi noter que pour cet ETF, les frais atteindront 0,5%. Pour moi, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la performance nette de frais. Payer même 3% de frais de gestion pour un support qui rapporte plus une fois tout décompté ne me dérange pas. Par contre, payer 0,15% de frais pour gagner 5% de moins ne m'intéresse vraiment pas. J'ai le même raisonnement pour indépendance et expansion. On m'a souvent rétorqué que ces frais d'entrée étaient 10 fois plus hauts que ceux du S&P 500, et je comprends pas ce raisonnement si sur 30 ans il a rapporté 3% de plus par an. Si pendant la décennie perdue, il a fait plus de 14% par an lorsque le S&P 500 ne faisait rien. Où est l'importance des frais ? Néanmoins, ce type d'ETF peut être destructeur en cas de crise. Il ne faudra absolument pas avoir besoin de cette épargne. Ce type d'ETF ne doit être utilisé que par des personnes qui ont conscience du risque et surtout un horizon d'investissement long avec une bonne épargne de précaution. En 2008, quand le S&P 500 perdait 50%, ce type de produit perdait 75%. Ce qui revient dans un cas à avoir son investissement divisé par 2 pour le S&P 500 et par 3 pour l'ETF levier. Après toute crise, il y a une énorme remontée qui compense généralement, mais ça n'empêche pas qu'il faut avoir conscience du risque. Et les années neutres sont presque toujours bien plus négatives pour ces produits. En 2018, le S&P 500 faisait moins 0,15% et ce produit faisait moins 3,30%. Lors de 2022, qui a été la pire année de la décennie, l'ETF S&P 500 a perdu 12,8% contre 31,4% pour le MSCI USA Leverage. On est quand même presque au triple en termes de pertes. Après oui, lors de belles années, le double a souvent été battu. En 2013, le S&P 500 avait 25,9% contre 55,82% pour le MSCI USA Leverage. En 2014, pareil, 28% pour le S&P 500 contre 60,8% pour le LEV. Et les deux plus belles années, 2019, 33% pour le S&P 500 et 75% pour le Leverage. Et en 2021, 38% pour le S&P 500 et 81% pour le Leverage. Ces performances pour du levier S&P 500 qui est quand même un indice très large, avec tendance haussière à long terme, c'est juste incroyable. 2019 ou 2021 a rapporté plus que les 10 années entre 1999 et 2009. La question à se poser est, est-ce le bon moment pour investir dans ces supports ? Mon avis est le suivant. Plutôt bof pour une entrée massive, mais pour un petit DCA, ça se discute. Comme tu le sais peut-être, je suis sortie du Nasdaq levier après 6 ans, car je trouve cet indice bien trop concentré en termes de pondération sur les plus grosses valeurs. Et évidemment pas diversifié sectoriellement. Le S&P 500 a aussi ses deux défauts, mais dans des proportions plus limitées. Le MSCI USA qui possède plus de 628 entreprises, c'est encore mieux, même si la différence reste subtile. De ce fait, mon opinion est que le risque sur un indice large et diversifié sectoriellement est bien moindre sur le MSCI USA Leverage que sur le Nasdaq Leverage. Après oui, la tech est tellement implantée que pour certains, ça reste le moins risqué. Car entre l'engouement et la démocratisation de nouveaux services, ça rassure. Mais je préfère quand même la diversification. L'autre question est la suivante. Le PER du MSCI USA ou S&P 500 atteint des sommets. Les marchés ne sont-ils pas trop chers ? Une fois encore, la réponse est oui et non. Certes, le PER est factuellement plus haut que la moyenne historique. On a quand même un PER de 22,8 selon MSCI. Néanmoins, il faut prendre en compte l'évolution de la composition du S&P 500. On a globalement des secteurs qui baissent en poids dans l'indice. Le pétrole par exemple, avant une pétrolière dont je ne dirai pas le nom, a été l'une des principales positions de l'indice pendant des années, tandis que le poids du secteur auto, du transport ou de l'industrie n'ont fait que baisser. La part de la tech et de la santé ont monté, ce qui a fait mécaniquement monter le PER de l'indice sans qu'il soit surévalué. Car si la part des secteurs avec un PER autour de 5 diminue, et que la part des secteurs avec des PER en moyenne autour de 20 et 30 augmente,
en proportion dans l'indice, il est normal que ça monte sans être une surévaluation anormale. Les marchés sont quand même dans un cycle haut, mais ce n'est pas si aberrant que ça. On est quand même très loin de la crise de l'an 2000 où les valorisations étaient ridicules pour des boîtes qui ne généraient rien et qui n'avaient aucune trésorerie. De mon côté, je vais agir de telle sorte. Pour ma part, je vais encore transférer dans des supports peu dynamiques et hors des ETF leviers. Pourquoi pas levier? Car je souhaite baisser énormément mon risque et surtout atteindre la prochaine baisse. Et je mise d'ailleurs qu'on atteindra une belle baisse dans pas si longtemps. Et dès que les marchés baisseront, je rentrerai petit à petit sur des leviers. Et quand on sera à un pic précis en termes de baisse, je rentrerai massivement sur les leviers. Pour l'instant, j'investirai surtout dans des boîtes type Stellantis en attendant la crise et dans des holdings type Porsche qui est un support de qualité incroyable pour simplement attendre la crise. J'irai aussi vers ALD qui a tellement baissé. Soit le marché se réveille et comprend que les évolutions futures des coutumes ne sont pas pricées dans l'action, malgré la dette assez colossale, soit elle ira encore plus bas, ce qui créera un point d'entrée incroyable. Pour la conserver très longtemps pour du dividende, bête et méchant, car ce n'est que comme ça que j'investis. J'achète en 1 ou 2 fois un titre massacré, puis je le conserve au moins 12 ans. Et je vise à terme un taux de rendement au moins égal à la performance moyenne du marché action, dividende inclus. Donc un dividende de 10% sur coût d'achat de manière régulière, avec un potentiel d'au moins 30 à 50% sur 3 à 5 ans. Mais là, on s'éloigne du sujet, mais voilà ma stratégie dividende. Et je pourrais racheter massivement ALD devant vous dans les prochains jours, s'il n'y a pas soit une forte reprise ou au contraire une autre chute. J'espère que cette vidéo vous a plu, on a abordé pas mal de sujets, mais avoir accès à un produit levier à un prix si bas est vraiment quelque chose de chouette. Et y mettre une petite partie de son investissement ne fait pas de mal. Même si je recommanderais à toutes les personnes d'attendre la baisse très probable qui devrait avoir lieu dans moins de 2 ans maximum concernant la bourse. Mais si le DCA est régulé pendant des dizaines d'années, alors là, oui, on peut y aller dès maintenant. Nous sommes sur un support qui a rapporté 22% annualisé sur 13-14 ans, ce n'est pas rien. J'attends donc qu'on soit à moins 30, voire moins 50 avant d'entrer progressivement dedans. Si le marché nous fait comme en 2008 et se produit donc moins 75%, je serai totalement capable de mettre temporairement l'intégralité de mon PEA dessus. Mais je comprends le risque et surtout l'immobilisme que je dois parfois garder pour ne pas subir des pertes. En tout cas, ça reste pour moi le retour de l'ETF millionnaire pour le long terme. Mais à 13 € la part. Et ça fait très plaisir. À très vite.